Remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Charles de la Verpillière pour les Républicains. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale, mes chers collègues, la loi de programmation militaire 2019-2025 dont nous commençons l'examen ce soir porte la marque du Président de la République. L'habillage est chatoyant, la campagne de promotion a été intense et bien relayée, mais le contenu n'est pas à la hauteur des intentions affichées. Il faut partir d'un double constat. En premier lieu, jamais notre pays n'a affronté autant de menaces depuis la fin de la guerre froide. La revue stratégique pilotée par Arnaud Danjean a mis en évidence plusieurs périls. Les ravages du terrorisme, à l'extérieur mais aussi sur notre sol, le retour des États-puissances, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, qui pratiquent une politique de force et remettent en cause l'arbitrage de l'ONU. La déstabilisation dans la bande sahélo-saharienne, au Moyen-Orient et sur la rive sud de la Méditerranée, provoquée par les conflits politiques et religieux, la famine, le changement climatique et les migrations qui s'ensuivent. Le développement très rapide de nouvelles technologies, notamment dans le domaine cyber, qui amenuisent la supériorité technologique des armées occidentales. Enfin, les menaces qui pèsent sur nos espaces maritimes. Le second constat, c'est celui de l'usure de nos armées. Elles sont à bout de souffle. Alors que les nouvelles menaces étaient perceptibles dès 2013, les gouvernements de M. Hollande et ceux qui le soutenaient n'en ont pas tiré les conséquences. Les baisses d'effectifs se sont poursuivies jusqu'en 2016. Le non-renouvellement des matériels fait que nos soldats utilisent des équipements qui sont hors d'âge. Les VAB, les blindés roues-canons, les pétroliers ravitailleurs ont plus de 30 ans. Quant aux avions ravitailleurs, ils ont plus de 50 ans. Mais c'est surtout l'engagement de nos forces dans deux opérations extérieures majeures, dans la bande sahélo-saharienne et au Moyen-Orient, auxquelles s'ajoutent les opérations de sécurité intérieure, qui se sont traduites par l'usure prématurée des matériels, l'insuffisance du maintien en conditions opérationnelles, un taux de disponibilité dégradé, inférieur à 50% très souvent, des sacrifices sur l'entraînement et la formation, et surtout la lassitude des hommes et des familles. Je veux d'ailleurs ici, au nom du groupe Les Républicains, rendre un hommage solennel à leur dévouement et à leur courage. Partant de ce constat, la loi de programmation 2019-2025 que vous nous proposez est-elle à la hauteur des défis que nous devons relever ? À ce stade, vous me permettrez d'utiliser l'image du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Dans le verre à moitié plein, il y a bien sûr l'inversion de la courbe, comme aurait pu le dire M. Hollande, que certains d'entre vous connaissent bien. Vous affichez votre intention de porter l'effort de défense à 2% du PIB en 2025. C'est un objectif légitime, même si le président de la Commission des finances a dit ce qu'il fallait penser du mode de calcul. À votre crédit, je mets également la renonciation à inscrire des recettes exceptionnelles pour financer les dépenses, recettes qui, nous le savons, ne se réalisent jamais. La remontée des effectifs, plus 6 000 hommes sur la durée de la loi, essentiellement pour le renseignement et la cyberdéfense, est également une bonne chose, de même que l'attention portée à la condition des personnels, à leur équipement individuel et aux familles. Enfin, nous approuvons que des études soient engagées pour certains nouveaux grands programmes, le futur porte-avions, le système de combat aérien du futur, le renouvellement des sous-marins nucléaires lance-engins et le maintien de la composante aéroportée
de notre dissuasion nucléaire. Tous les observateurs objectifs n'ont cependant pas manqué de voir aussi le verre à moitié vide. En premier lieu, vous ôtez toute crédibilité à votre programmation en faisant porter l'essentiel de l'effort sur le mandat présidentiel qui suivra celui de M. Macron. En effet, le budget des armées augmentera de 1,7 milliard par an en 2019, 20, 21 et 22, puis il y aura une marche de 3 milliards d'euros par an en 2023, 24 et 25. Ce sont donc vos successeurs qui payeront. Logiquement, le même tour de passe-passe se retrouve dans la hausse des effectifs. Plus 1 500 sous le quinquennat de M. Macron, plus 4 500 pendant le mandat suivant. En deuxième lieu, nous avons les plus grands doutes sur la possibilité de financer à la fois les grands programmes de l'horizon 2030 et les besoins immédiats de nos armées et de nos troupes. Ma collègue Marianne Dubois en a fait la démonstration. Il faut remarquer en troisième lieu qu'une bonne partie de la hausse annoncée des crédits budgétaires sera absorbée par ce que l'on appelle la provision OPEX, qui va passer de 650 millions d'euros à 1,1 milliard en 2023. Vous vous privez ainsi de la possibilité de faire contribuer les autres ministères pour financer le surcoût, comme cela se faisait auparavant. En quatrième lieu, je dois dire, Madame la Ministre, que la définition de ce que pourrait être une politique européenne de défense et son articulation avec l'OTAN m'a laissé un peu sur ma faim. Je ne vous en fais pas grief, car je reconnais volontiers que l'exercice est difficile. Sur la plupart des bancs de cet hémicycle, nous sommes attachés à la construction européenne et à notre appartenance à l'Alliance atlantique. Nous savons aussi l'aide que nous apportent les États-Unis dans nos opérations. Mais en même temps, si vous me permettez d'utiliser cette expression qui vous est en principe réservée, nous devons préserver justement notre autonomie stratégique qui suppose le maintien d'une forte industrie nationale ou européenne de l'armement. Je voudrais enfin et surtout insister sur une incertitude majeure qui pèse sur l'exécution et la sincérité de votre loi de programmation militaire, la création d'un service national universel obligatoire, si elle est confirmée, coûtera plusieurs milliards d'euros par an et ne pourra pas être mise en œuvre sans le concours des militaires. Sera-t-elle financée en tout ou partie par le budget des armées? Si c'est le cas, vous le savez bien, votre édifice s'effondre. En dépit de tous nos efforts, nous n'avons pas obtenu que cela soit inscrit noir sur blanc dans la loi elle-même. Des amendements du groupe Les Républicains. Oui, la République En Marche, vous avez le droit de les déposer aussi. Des amendements du groupe Les Républicains vont donc amener le gouvernement à prendre position sur cette question centrale. En terminant, je voudrais rappeler que la loi de programmation militaire est un exercice indispensable de réflexion et d'anticipation, mais que juridiquement, il ne contraint pas le gouvernement et sa majorité. Seules les lois de finances annuelles peuvent traduire en actes les intentions exprimées dans la loi de programmation. Encore faut-il relativiser le caractère contraignant des lois de finances annuelles. Nous avons tous en mémoire l'annulation par le président de la République de 850 millions d'euros qui avaient pourtant été inscrits au budget 2017, ce qui a entraîné la démission du général De Villiers, chef d'état-major des armées. Mais oui, je sais que c'est pénible pour vous d'entendre des vérités comme celle-ci. De même, chers collègues, les seul gels Monsieur de de crédit pratiqués en cours d'année par Bercy rendent complètement aléatoire le respect des engagements pris par le gouvernement. Tout ceci nous conduit à souhaiter que le Parlement contrôle de très près l'exécution de la loi de programmation militaire
au fil des budgets annuels. À ce sujet, Madame la Ministre, votre réticence à nous dire avec précision ce qui s'est réellement passé à la fin de l'année budgétaire 2017 n'est pas de bon augure. De même, nous ne savons toujours pas si le gouvernement accepte que l'article 17 de la loi de programmation des finances publiques, qui plafonne les restes à payer d'investissement, ne s'applique pas au budget des armées. Madame la Ministre, il n'est pas trop tard. Le débat permettra peut-être de lever ces nombreuses imprécisions et ces ambiguïtés. Nous y serons attentifs. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.